Et on va enchaîner avec une table ronde consacrée à l'analytics in-app, comment contrôler ses coûts d'acquisition et mesurer la lifetime value de son application. J'invite sur scène Antoine Lecomte de Cheers, Lisa Labattu de Western Union et Tina Levett d'AppsFlyer. On peut les applaudir. Ils arrivent, Tinal, bonjour. Bienvenue, fauteuil. Bonjour Lisa. Bonjour Antoine. Installez-vous. Alors on va le faire dans l'ordre, on va se présenter. Antoine Lecomte, co-founder, CEO de Cheers. Cheers, en quelques mots, en quelques chiffres, vous êtes un des grands noms de l'impression photo aujourd'hui? Grand nom, ça me fait plaisir, pas encore. On est un nom en devenir. Donc Cheers, application mobile d'impression de photos qui existe depuis 6 ans. Présent dans 5 pays, mais principalement en France, en Espagne, en Italie. On va faire à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc on est une bonne app m-commerce. Et on précise, vous êtes non seulement mobile first, mais vous êtes aujourd'hui app first. Alors on est même en mobile, on fait que de l'app, on fait pas de site mobile. Voilà. Et on est 140 aujourd'hui à Paris. 80 dans nos bureaux et une soixantaine à l'usine, puisqu'on a notre propre production depuis cette année. Très bien, à votre droite, Lisa Labattu, bonjour. Vous êtes Head of Marketing Digital Western Europe and Nordics. Je n'ai pas dit de bêtises, oui, chez Western Union. Western Union également, en quelques mots, en quelques chiffres. Une vieille entreprise, hein, je crois, oui, en effet. Près de 2 siècles. Voilà, exactement. Voilà, Western Union, donc on est un des leaders sur le transfert d'argent international. Donc on est présent dans... Vous avez commencé avec les diligences, hein, je crois. Telegram, oui. Telegram même. Après, il y a quelqu'un qui a inventé le téléphone et donc du coup, on a dû changer de business model. Mais donc voilà, donc on envoie du transfert partout dans le monde, en plus de 200 pays et territoires. On a 1,5 million de points de vente. Et donc voilà, et donc là aujourd'hui, on également un virage sur le mobile. Exactement, et avec une application vraiment qui prend de plus en plus notre d'importance. marque et notre offre pour continuer à progresser en part de marché, bien sûr. Merci. À votre droite, Tina Levett, directeur commercial France d'AppsFlyer. Merci d'être parmi nous, d'être notre partenaire. AppsFlyer, également, en quelques mots, en quelques chiffres, un des grands noms de la mobile attribution. C'est ça, exactement. Donc, effectivement, ce qu'on fait, c'est simple. Hein, on propose une plateforme d'attribution mobile et d'analyse marketing. Donc, pour les personnes qui ne sont peut-être pas familiers avec ce qu'on fait, on va juste attribuer l'installation de vos applications à la bonne source média ou à la bonne campagne d'acquisition marketing, tout simplement. Alors, on va justement poser la question à nos invités. Aujourd'hui, donc, vous avez des applications et vous investissez beaucoup d'argent, évidemment, pour attirer les mobilos de cette application. Antoine, quels sont vos principaux leviers d'acquisition de mobinautes? Quelle est la ventilation entre l'organique, le payant? Est-ce que vous investissez plutôt chez les GAFA ou sur des plateformes indépendantes? Alors, non, nous, on est très GAFA. Hein. Par rapport aux plateformes indépendantes, ça reste aujourd'hui la source d'acquisition numéro 1 chez nous, en paid. Facebook, Instagram en tête. On travaille de plus en plus avec Google aussi, avec les campagnes UAC maintenant depuis 2 ans. On fait partie du programme Scale Up de Google, donc on a la chance de travailler avec leurs équipes au quotidien pour améliorer nos coûts d'acquisition, nos coûts d'installation même sur cet outil. Et après, on travaille avec beaucoup de petits ad networks. On a travaillé avec beaucoup de petits ad networks, petits et gros, parce qu'on a arrêté depuis quelques temps et on va en parler. On en reparlera après. Et voilà, principalement, c'est les GAFA. Pour l'organique, aujourd'hui, on est à peu près à 50%. Nous, l'organique, ça prend... Un téléchargement sur 2 est, on va dire, spontané. Un téléchargement sur 2, par contre, est poussé par la publicité. C'est ça à peu Exactement. près. En fait, ce n'est pas tellement un état de fait, c'est même plutôt nous qui cherchons à avoir ce 50-50 pour préserver un coût d'acquisition qui soit assez faible. Typiquement, en ce moment, on est en télé, donc on a beaucoup d'organique qui vient de cette channel. C'est toujours un peu compliqué de traquer les installs de la télé. Donc on augmente nos budgets d'acquisition paid de sorte de garder ce ratio 50-50. D'accord, donc c'est du vrai faux organique, puisqu'en fait, derrière, il y a des campagnes en parallèle. Ouais, c'est ça. Alors là, il y a la télé, mais il y a aussi tout le travail qu'on fait sur la marque, sur les réseaux sociaux qui génèrent de l'organique. C'est compliqué vraiment de faire la part des choses entre l'un et l'autre, entre la télé et le vrai organique, mais on pense que c'est quand même de l'organique. Lisa, même question. Donc l'application a devenu après un rôle central dans la stratégie de Western Union. D'où viennent vos mobinautes? Quels sont les leviers c'est sur sûr lesquels que vous l'organique investissez? est toujours fondamental et essentiel.
Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolutions récentes encore sur le marché avec l'algo Google ou même l'Apple Search Ads qui a vraiment aussi changé notre façon, notre rapport organique. Donc on est tout le temps obligé quand même de s'ajuster avec du payant. Nous, on a la chance quand même d'avoir une marque forte, établie. Après, c'est sûr que dès qu'on veut essayer de travailler le contenu et toutes les évolutions pour faire plaisir à Google, on est quand même obligé de prendre du temps et de négocier, les prioriser sur nos roadmaps. Donc c'est sûr qu'en tout cas, le payant reste encore une très grande partie de notre trafic. Après, on travaille sur tous les leviers. On est vraiment agnostique là-dessus. On veut toujours essayer de tester des nouvelles choses. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'appuie sur des régies mobiles pour essayer avec. Vous ne mettez pas tout votre argent chez les non, GAFA. Voilà, on utilise plus les régies mobiles qui sont vraiment des vrais partenaires qui nous permettent aussi d'avoir cette réactivité, de tester des nouvelles choses, d'avoir toujours des fraîcheurs de network et même pour faire toutes les nouvelles technos qui existent en tout cas sur l'achat. Donc voilà. Tinal, vous avez une position centrale qui vous permet d'observer un peu l'évolution du marché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut partager comme statistiques sur les téléchargements? Quelle est l'origine des téléchargements de vos clients? Nous, clairement, l'arrivée de plateformes d'attribution comme AppSeller ont permis vraiment de comprendre l'origine de ces sources, que ce soit non organique ou organique. Rappelons à l'origine de votre métier, souvent on ne savait pas très bien d'où venait le téléchargement. C'est pour ça que des entreprises comme la vôtre sont apparues. Hein. Exactement, exactement. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment la compréhension, la visibilité sur l'origine de la source et pouvoir justement optimiser, comprendre le retour sur investissement des campagnes ou comprendre bien entendu sur le thème qu'on aborde aujourd'hui, la lifetime value des utilisateurs. Donc ce qu'on a vu clairement depuis ces dernières années, c'est un accroissement important au niveau des installations non organiques. Donc sur une étude qu'on a faite récemment en France de 2016 à date, donc à ce jour, on est sur un accroissement de 52% d'augmentation sur les installations non organiques. Et également en termes de budget marketing sur les campagnes d'acquisition, on est sur une croissance de 60% entre 2017 et 2018. Donc cette tendance, elle va bien entendu perdurer et c'est une tendance qui va continuer. Antoine disait du 50-50 entre l'achat payant et l'achat organique. On peut quantifier votre niveau au niveau plus global? Ouais, un peu plus de 50% quand même. D'accord. Et sur la partie payante, est-ce que les GAFA se gardent la part du roi, comme on le voit dans certaines études? Effectivement, c'est les acteurs les plus importants et c'est ce qu'on va retrouver en tout cas sur nos études là. En tout cas, vous faites un index régulièrement et on voit aussi des dizaines d'autres régies qui sont des alternatives et qui permettent aux annonceurs, comme le disait Lisa, de tester d'autres formats. Hein. C'est ça. En fait, du fait de notre positionnement, quelques chiffres, AppSeller, c'est 72% de part de marché mondial. On analyse énormément d'applications, d'activités, d'events, etc. Et du fait de cette couverture, on sort un index de performance qui est disponible en ligne. Il permet juste de comparer justement les différentes sources, les différents networks les plus performants en fonction de la verticale. Donc peut-être qu'un network serait plus performant pour le milieu du gaming que sur du travel ou autre chose. Donc certains networks sont plus efficaces que d'autres selon les verticales qu'on adresse. Exactement. Antoine, donc vous avez une grosse activité en matière de user acquisition, qui est un sujet aujourd'hui clé. Quels outils vous utilisez pour analyser vos audiences, analyser les attributions? Est-ce que ces dernières années, vous y avez toujours vu très clair? Alors c'est une industrie pour nous qui a beaucoup progressé. On a commencé en étant assez blind, assez aveugle sur l'attribution mobile. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais on travaille avec AppsFlyer depuis quelques mois maintenant, qui nous permet effectivement de bien traquer maintenant nos sources d'acquisition. On va assez loin dans la granularité parce qu'au-delà de Facebook, on va regarder nos campagnes, on va même regarder nos adsets et nos visuels pour savoir vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui nous rapporte de l'acquisition. Donc AppsFlyer pour toute la partie attribution. On utilise Google Analytics pour le funnel de notre application, qui reste à mon sens un outil super performant pour faire ça. C'est un peu nos deux outils principaux nous, pour mesurer d'où vient notre trafic et comment il interagit avec notre application. C'est important d'avoir des mesureurs indépendants, parce que Google est à la fois network et mesureur. AppsFlyer n'est que mesureur. C'est quoi votre philosophie là-dessus ? On n'en a pas. On ne s'est jamais senti mal à l'aise de travailler avec Google, à la fois comme source d'acquisition et comme analyse du trafic.
peut-être à tort, je ne m'étais jamais posé la question en fait. C'est un débat qui est récurrent dans l'industrie. J'ai tendance à penser que Google est relativement propre sur la façon dont il traite les différents sujets. Peut-être que je suis un peu naïf sur ce point. Disons qu'il y a un autre GAFA qui avait semé le doute en matière de tracking des vidéos, donc la question se pose en tout cas. Non, j'ai pas trop de doutes. Après, ce que j'aime bien avec AppsFlyer justement, c'est un acteur tierce. Surtout, c'est un acteur un peu plus agile qu'un GAFA avec lequel on peut échanger sur les besoins qu'on a. Et ça, c'est quand même toujours plus intéressant plutôt que d'avoir une solution clé en main sur laquelle on n'a pas vraiment notre mot à dire. Lisa, sur l'analytique, sur l'attribution, vous travaillez avec qui? Est-ce que c'est important cette indépendance? Alors, c'est vrai qu'en effet, nous, on a un SDK indépendant. On a Coachava sur la partie appli. Après, bien sûr, on a aussi un site-centric pour la partie web mobile, parce que donc on a aussi la partie web mobile. Nous, notre vrai sujet, c'est arriver à avoir une lecture globale, parce que du coup, forcément, c'est un petit peu siloté. Donc, pour arriver à réconcilier les datas, vu que derrière nous, le client, il va utiliser, par exemple, le site mobile, surtout pour la partie premier transfert, parce que c'est plus accessible, c'est moins engageant. Et après, il va basculer sur l'application. Voilà, il va souvent basculer sur l'application. On a des clients qui font des transferts d'argent très récurrents pour du support familial majoritairement. Donc, du coup, nous, il faut qu'on arrive à suivre quand même ce client. Et pour l'instant, c'est sur ça qu'on travaille. On n'a pas encore trouvé la solution idéale. Avoir une vision un petit peu unifiée Exactement. du parcours utilisateur, que ce soit dans le web ou dans les applications. Tinal, c'est un vrai sujet aujourd'hui, cette hétérogénéité des écosystèmes digitaux. Et il faut faire des ponts. C'est ça. Donc nous, notre objectif, c'est d'être complètement indépendant et on se positionne toujours du côté de nos clients pour remonter la donnée vraiment la plus juste possible. Donc on n'a aucun intérêt à privilégier un network ou un partenaire plutôt qu'un autre. On se positionne vraiment comme autorité d'attribution à ce niveau-là. Et pour revenir sur l'audience, effectivement, on a une de nos fonctionnalités justement qui s'appelle Audience. On n'est pas parti chercher bien loin sur le nom de l'outil et qui permet justement aussi de comprendre, de segmenter et de créer en fait sa propre audience. Donc, est-ce que je veux créer mon filtre sur les utilisateurs, les mobilnodes qui sur Android ont ouvert au moins 2 fois l'application sur une date prédéfinie? Est-ce que je veux exclure sur cette même application les personnes qui ont dépensé, je ne sais pas, dans l'application $50? Donc on va pouvoir aussi pouvoir remonter et créer ces segments au niveau de l'audience. Et là, on a 2 annonceurs qui ont compris la valeur d'avoir un mesureur indépendant. Est-ce que tous les annonceurs sont à ce niveau de maturité? Effectivement, il y a un vrai débat à ce niveau-là. J'aimerais que ce soit le cas et que tous les annonceurs émettent le besoin d'utiliser une solution indépendante, ce qui c'est clairement dans leur bénéfice de se positionner travailler avec un acteur indépendant qui va pouvoir aussi recommander sur les best practices, etc. Donc oui, la mentalité évolue. Exactement, je pense que ça change beaucoup. Alors, avoir un mesureur indépendant, ça permet aussi peut-être d'y voir plus clair et d'éviter la fraude ou éviter en tout cas les erreurs techniques. Antoine, je crois que vous avez une anecdote à nous raconter là-dessus. Vous avez fait récemment une découverte. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Je rigole parce que j'entendais que Western Union travaillait avec beaucoup de régies et d'ad network. Donc, je pense que ce que je vais raconter va fortement vous intéresser. Nous, on travaille avec les ad network depuis 2 ans, différentes agences dans différents pays, en France, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne. Enfin, voilà, il y a plein de réseaux qu'on a envie de tester. Alors, l'acquisition chez nous, c'est super important. Ce qu'on raconte à nos équipes, moi, ce que je leur dis, c'est voilà, investissez le plus d'argent possible chaque année pour faire de la user acquisition. Ça représente quelle somme à peu près? Là, on est sur un budget de 8 millions cette année. Donc, à notre échelle, pour une boîte de 6 ans, c'est pas mal. L'année prochaine, on sera à 13 millions d'euros. On essaie toujours de scaler les budgets pour aller vite sur ce marché. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où depuis 1 an, on a commencé à avoir des vrais problèmes de scalabilité de notre modèle, puisqu'on investissait toujours plus d'argent, principalement dans les networks, et pour autant, notre nombre d'installs grossissait pas particulièrement. Donc on était frustrés, on se demandait ce qui se passait, on avait du mal à comprendre, on se disait qu'on faisait moins bien notre travail, on se demandait si on n'avait pas atteint un peu les limites de notre marché, pourquoi nos coûts d'acquisition augmentaient autant alors qu'avant on n'avait pas trop ce problème. Et on a enquêté, avec l'aide d'AppsFlyer d'ailleurs, que je remercie, qui nous a donné des datas un peu plus pointues sur notre business. On a enquêté pendant tout le mois de juin et on s'est rendu compte que 50 à 70% de nos installations mobiles sur les 3 derniers mois, donc mai, juin, juillet, étaient frauduleuses. Répétez le chiffre.
50 à 70% de nos installations étaient frauduleuses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un chiffre assez important et je ne me suis pas encore lancé dans une croisade dans le marché, mais ça ne va pas tarder, je pense. Je suis en train de compiler des données pour être sûr de nos faits, mais c'est vraiment un truc important. Il y a énormément de fraude sur les ad networks. Ça me fait un peu penser au web dans les années 2007 avec les plateformes d'affiliation. On est sur la même logique. C'est un marché qui a beaucoup d'acteurs. Quand on prend la chaîne de valeur de l'éditeur au publisher, je pense qu'il y a à peu près entre 7 et 10 acteurs. C'est une boîte noire, on ne maîtrise rien. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Voilà. Donc nous, ce qu'on a détecté, en fait, c'est quoi? On a vu qu'il y avait énormément de click spamming. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a regardé le temps entre le moment où il y a un clic sur notre publicité et le moment où l'installation se fait. Donc, dans une certaine logique, on pourrait penser qu'il peut se passer quelques minutes, voire 1 heure. Et en fait, 30% de nos téléchargements sont faits dans l'heure et 50% étaient faits après 10 heures. Donc, voilà, vous êtes sans doute des éditeurs d'applications ici. Quelqu'un clique sur votre pub et 10 heures après, il va installer votre application. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Ah non, c'est suspect. Voilà, c'est suspect. Donc ça, c'était la première chose qui nous a mis la puce à l'oreille. Ensuite, on a regardé les IP d'installation des applications. On s'est rendu compte qu'il y avait parfois une IP qui avait téléchargé 96 fois dans la journée notre application. Donc ça, c'est arrivé, 96, c'est un chiffre que j'ai en tête, mais on avait 10 000 IP qui avaient téléchargé plus de 10 fois l'application, donc à un moment c'est suspicieux. Sur les networks français, on s'est rendu compte qu'il y avait 95% de téléchargements parfois sur certains networks qui étaient faits dans une langue qui n'était pas française. Donc voilà, mis bout à bout, on a un peu regardé, on a un peu regardé toutes les petites anomalies de notre trafic. J'ai tous les chiffres, j'ai tous les documents, j'ai toutes les courbes. S'il y en a qui sont curieux et qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à scaler leur acquisition, je serais ravi de pouvoir en discuter plus longuement. Et ça représentait quel volume d'investissement donc qui était en fait c'était des téléchargements organiques, mais que s'attribuaient des networks, hein, si on comprend bien. Exactement. Donc en fait, le click spamming, par exemple, c'est-à-dire que vous allez arriver sur l'application d'un publisher, n'importe lequel, vous allez avoir une publicité qui s'affiche et en fait, il y a un robot qui va cliquer pour vous sur 500 publicités, dont la publicité Cheers, par exemple, que vous n'aurez jamais vue. Ensuite, vous allez voir Cheers à la télé, vous allez télécharger l'application et qu'est-ce que va faire un outil d'attribution comme AppsFlyer, par exemple? Il va regarder le last click pour l'attribution et il va attribuer la vente à AppsFlyer, il va attribuer la vente au publisher, alors que c'est absolument pas lui qui a généré la vente puisque le client final n'a même pas vu la publicité. Donc en fait, la pub Cheers a été faussement cliquée sur des millions et des millions de gens. Pour revendiquer la commission. Pour revendiquer la commission, pour revendiquer la vente. C'était pas ce network qui était à l'origine du téléchargement. Ça représentait quel volume d'investissement perdu selon vous? Donc nous, sur l'année juin 2017, juin 2018, on estime la fraude entre 750 000 et 1 million d'euros à peu près. Ce qui est évidemment pas négligeable pour une PME voilà. comme la vôtre. Ce qu'il faut se dire, c'est énorme. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'avais vraiment un peu les boules et la rage, sachant que c'est un marché très concurrentiel, il faut aller vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a arrêté en juillet de travailler avec la plupart de ces réseaux et notre coût d'acquisition a baissé instantanément de 30%, on a retrouvé de la croissance, instantanément. 30% de baisse de coût d'acquisition. On a fait autant d'installs en dépensant 100 000, 200 000 euros de moins sur le mois de juillet. Un témoignage impressionnant. Lisa, est-ce que également à votre côté chez Western Union, vous avez été confronté à des problèmes de fraude ou tout simplement des problèmes d'écart, de mesure qui rendent le pilotage compliqué? La fraude, c'est clairement le sujet. C'est clairement un sujet extrêmement important, en effet, par rapport à l'investissement, être sûr qu'on investit au bon endroit. De toute façon, sur ça, la créativité humaine est sans limite. Donc en effet, nous on investit en partie sur la partie site mobile. Donc sur ça, je trouve que le marché est quand même un petit peu plus structuré. On a vu juste avant les solutions d'IAS, Yann Leroux, donc nous on a IAS. Donc déjà ça nous enlève toute une partie de fraude, nous garantit une certaine vivabilité, une brand safety, etc. Donc ça c'est vrai qu'au moins sur cette partie-là, nous en tout cas on se sent un peu moins à risque. Donc déjà sur toute cette partie site mobile, et nous on sait qu'en vrai on a beaucoup de gens qui passent du site mobile à l'app. Après, sur la partie appli, c'est vrai que le marché est un peu moins structuré. Il y a pas mal de réseaux qui sont encore en mode black box. On a réussi à travailler donc, avec notre SDK. Donc on a une fraude console qui nous permet quand même d'enlever toutes les installs frauduleuses, enfin, en tout cas une partie des installs frauduleuses, d'éviter les clickbots, etc.
enlever en tout cas une partie de click to install qui sont beaucoup trop proches pour être vraies. En effet, celles qui sont trop longues aussi. Nous, on regarde beaucoup à la transaction et l'install après une transaction, qui a fait l'install pour essayer de nettoyer les networks. Mais c'est vrai que sur ça, c'est quelque chose sur lequel on est en continuel apprentissage pour essayer d'avoir la meilleure attribution et rétribuer les bons réseaux. Et c'est vrai que la fraude console est quand même quelque chose qu'on suit beaucoup. Au final, ces témoignages, ils sont édifiants. Hein. On parle là d'1 million d'euros de perdus pour une entreprise française, mais je crois qu'au niveau global, on parle en milliards de dollars. Hein. Il y avait une étude AppsFlyer qui parlait, je crois, de 16 milliards, je dis des bêtises. C'est ça, c'est ça. Et même pour être plus spécifiquement sur la France, nous, ce qu'on constate, c'est que la verticale déjà la plus touchée par la fraude aujourd'hui en France, c'est le retail, shopping, clairement, hein, parce qu'effectivement, les coûts d'acquisition sont plus élevés, donc plus intéressants pour les fraudeurs. Ensuite, l'objectif avec AppsFlyer, c'est de pouvoir remonter ces informations, comprendre d'où vient la fraude et la bloquer également. Donc il y a déjà notamment plusieurs typologies de fraude. Donc le click fooding ou click spamming, c'en est une. Il y a aussi ce qu'on appelle l'install hijacking, où là en fait on va se baser sur une installation qui est réelle, où en fait clairement l'attribution va être faite. Ça va être au niveau d'un malware au niveau du device qui va détecter une installation et qui va s'accaparer en fait cette installation. On a aussi, on va vérifier en fait grâce à des outils de Protect 360, qui est un produit de protection de fraude, on va faire ce qu'on appelle un install store validation, donc vérifier que l'installation provient bien en parallèle du store. Et effectivement, les bots, les bots, on en parle beaucoup, donc ça peut provenir soit d'un serveur, soit d'un malware au niveau du device. Et là, en fait, tout est simulé. Donc tout est simulé, que ce soit le clic, l'installation, les events, etc. Donc il y a vraiment l'importance de comprendre déjà la typologie de fraude et bien entendu ensuite l'analyser. Et je rebondis un petit peu sur ce que tu avais dit au niveau du CTIT, donc Click to Install Time. Effectivement, comprendre au niveau du comportement si l'installation entre le clic et l'installation liée à 1 seconde ou 2 secondes, effectivement, c'est un comportement frauduleux. Toutes les anomalies exactement, qui relèvent du bon sens, mais que parfois on ne voit pas dans un océan de chiffres. Exactement. Ça permet effectivement de mieux lutter contre la fraude. Alors, il y a aussi une question qui est importante, c'est la question du modèle d'attribution. Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de l'incontournable last click, Antoine? Vous parliez de campagnes sur d'autres médias, par exemple. Est-ce qu'on est capable d'y voir un peu plus clair pour le download? Nous, pour l'install, on est au last click. On est au last click 7 jours même. Donc, on n'a pas tellement trouvé mieux. Je serais ravi de voir si d'autres personnes font autrement, mais nous, en tout cas, on fonctionne comme ça. Il y avait une analogie, je crois, d'une partie de foot avec celui qui fait la passe décisive, qui devrait être récompensé, pas simplement récompenser le buteur. Vous, dans vos métiers, il y a des contacts indirects, antérieurs, qui mériteraient un jour peut-être d'être rémunérés, mais qui ne le sont pas aujourd'hui? Sûrement, même si j'ai tendance à penser que le indirect va plutôt prendre la place du paid. On sait que les gens rentrent souvent par du paid, achètent pas tout de suite, puis vont revenir par un autre canal, peut-être un peu plus naturel. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Nous, on fonctionne au last click et pour l'instant, on n'a pas tellement trouvé mieux. Isa, même question, le last click, c'est incontournable? Et même réponse, en effet, nous aussi on est au last click. Après, voilà, je pense qu'on connaît quand même tous les biais du last click. Donc on est aussi, je pense qu'on essaie quand même à chaque fois dans notre acquisition d'arriver à jouer sur ça. On essaie de faire des analyses un petit peu plus poussées après pour essayer de voir vraiment l'incrémentalité d'un réseau plutôt qu'un autre. Voilà, c'est le seul biais la seule réponse qu'on ait trouvée. Mais oui, on est aussi last click. Tinal, c'est un modèle incontournable encore aujourd'hui? Alors effectivement, donc nous on se base sur le last click et donc effectivement la dernière touche, mais on a développé en fait ce qu'on appelle le multi-touch attribution, l'assisted install ou installation assistée, où plutôt que juste de se concentrer sur la dernière touche et le last click, on va pouvoir remonter jusqu'à 3 contributeurs. Donc en plus de la dernière touche, donc 4 au total, et ça va permettre en fait de comprendre, effectivement, même si une source n'a pas été attribuée à la dernière touche, peut-être qu'elle a contribué durant tout le parcours. Si par exemple le mobinaute a vu
cette publicité le lundi à travers Instagram, mais n'a pas cliqué dessus. Le mardi, il voit cette même publicité sur Twitter, il a cliqué dessus, mais n'a pas installé l'application. Par contre, le mercredi, il la voit de nouveau sur Facebook, il clique dessus, il installe l'application. Donc nous, on va reconnaître, on va attribuer la source comme étant Facebook. Mais par contre, peut-être que si cette personne-là n'avait pas vu cette publicité sur Instagram et sur Twitter, peut-être qu'il n'aurait pas eu ce comportement-là. Donc c'est important aussi d'avoir une vue, je dirais, complète sur tout le parcours pour pouvoir mesurer vraiment quels sont les leviers les plus efficaces. Antoine, ça pose tout ça la question de la rentabilité d'une application. J'imagine que vous calculez la lifetime value, même c'est le cœur probablement de votre activité. Combien ça coûte un client Cheers, et est-ce que c'est rentable? Question peut-être un peu naïve. Non, pas si naïve que ça. Ça l'a pas été pendant longtemps. Ça l'est. Cheers est rentable. Nous, on a un modèle assez simple. Hein. C'est pas de la haute science. On n'est pas rentable sur la première commande. On regarde nos cohortes. On sait à peu près maintenant, avec l'historique qu'on a, on a plus de 2 millions de clients. Donc, on a vraiment des données assez prévisibles sur le taux de repeat de nos clients. On a un coût d'acquisition qui oscille entre 9 et 12 euros. On a un panier moyen, enfin, les chiffres sont publics, qui est aux alentours de 20 euros, dirons-nous, avec une marge à peu près à 50%. Donc on perd de l'argent sur la première commande, on perd entre 1 et 2 euros. Par contre, on sait que nos courbes de repeat un client va nous ramener 2-3 euros de marge dans les 3 premiers mois. Donc en fait, nous, l'idée, c'est d'avoir un client qui soit pas rentable à sa première commande, mais qui soit rentable à horizon 2-3 mois. On monitore tout comme ça. En fonction de nos différentes levées de fonds, du cash qu'on a en banque, en fait, on va ajuster cette période de temps. Parfois, ce sera 3 mois, parfois, ce sera 6 mois, parfois, ce sera 1 an. Auquel cas, on peut augmenter notre coût d'acquisition et aller plus vite en acquisition. Tout l'enjeu, j'imagine, c'est que la première expérience soit réussie pour qu'il revienne. Exactement. Tout l'enjeu, c'est que la première expérience soit réussie. Surtout, l'enjeu de faire télécharger une application, c'est qu'ensuite, on a plus de présence et plus de contact avec le client via des pushs, via le fait que le client voit votre application régulièrement quand il navigue dans son smartphone. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. L'enjeu du mobile, à mon sens, c'est pas de faire télécharger son app, c'est de faire garder son app par les clients. C'est beaucoup plus dur. Voilà, on a tous, c'est 16 applications en front screen d'un iPhone normal ou d'un Android. On se bat pour ces 16 positions. On se bat pour ne pas être supprimé quand il n'y a plus de mémoire dans le téléphone. Donc pour ça, il faut proposer quelque chose qui soit très fort expérientiellement pour les clients, que le parcours sur l'application se passe très bien. La user acquisition ne fait pas tout, évidemment, il faut être obsédé aussi par le produit et l'expérience utilisateur. Exactement, donc nous on a vraiment une équipe de user acquisition, mais tout le monde travaille sur l'expérience au sein de l'application, sur la qualité du produit qui va être reçu, la qualité du SAV si jamais il y a un problème. C'est fondamental dans notre business. Si nos clients ne recommandent pas, on ne gagne pas d'argent. Parce que les coûts d'acquisition sont extrêmement chers et sont de plus en plus chers, surtout quand on se fait voler. Donc voilà, pour nous c'est le nerf de la guerre. Et on a constaté, parce qu'on a aussi une partie web, que les cohortes mobiles, pour nous, sont bien supérieures aux cohortes web, du fait d'être dans l'application, du fait d'être... Ouais, c'est pour ça que vous poussez plus sur l'application, évidemment. Même si les coûts d'acquisition sont plus importants. C'est pas que pour ça. En fait, nous, on pense que le marché du mobile le marché du printing, de l'impression de photos, va totalement basculer mobile dans quelques années, pour 2 raisons. La qualité des photos des smartphones qui s'est largement améliorée, qui nous permet d'imprimer des photos de la taille de l'écran derrière maintenant, et la qualité des infrastructures réseau, la 4G, demain la 5G, qui rendent un des gros pain points de ce marché, qui est le téléchargement des photos quasiment instantané. Donc on pense que toutes les photos des gens sont dans les smartphones, l'expérience de print est plus forte, donc on a envie de tout donner sur l'application, parce que pour nous, c'est le futur du marché. Lisa, la lifetime value, c'est aussi un sujet stratégique pour vous. Alors, je ne sais pas si vous allez partager vos chiffres, comme l'a fait Antoine. Non, pas autant. Non, mais en tout cas, c'est sûr que, comme je vous disais, vu que l'application, elle sert vraiment plus pour le côté régulier des transferts, donc c'est vrai qu'en effet, nous, c'est quelque chose qui est important. En plus de ça, en effet, on est sur le téléphone de la personne, donc en top of mind, c'est quand même aussi plus important. Après, par contre, nous, on regarde le client, quel que soit l'endroit où il transfère. Donc, on a un réseau physique, des points de vente qui sont quand même assez importants. Donc, qu'il transfère là, qu'il transfère sur le site ou sur l'appli, pour nous, c'est peu importe. Et donc, ce problème de rentabilité, en tout cas, ne se pose pas comme ça. En plus, on est une entreprise globale. On a la chance d'être une entreprise globale, donc avec aussi une certaine souplesse. Une fois que l'application elle est créée pour un pays, le surcoût pour la développer pour un autre pays,
marginal. C'est pas non plus un obstacle. Il y a une différence de rentabilité entre un client web mobile et un client application? Ça coûte plus cher à faire venir, mais ça rapporte plus après? En fait, c'est surtout que c'est pas pour le même besoin, et c'est vrai que du coup, en termes de... Alors, je dirais pas rentabilité, mais en tout cas, c'est sûr qu'en termes de comportement, c'est différent. Le client applicatif va revenir beaucoup plus souvent, va faire peut-être plus de transferts avec des paniers plus bas. Par contre, il va revenir plus régulièrement. Donc ça vaut le coup de mettre un peu plus d'argent pour générer un download? Nous, on est vraiment là pour essayer de donner une panel de solutions à nos clients. Donc c'est pas forcément, on ne fait pas une opposition. On essaie d'être le plus visible possible. Ce qu'on se disait par rapport à la publicité sur la partie mobile hors applicatif, pour nous, en tout cas, il y a moins de fraude, en tout cas, il y a moins de risques. Donc c'est vrai qu'on continue d'investir beaucoup aussi là-dessus. Mais nos clients nous intéressent dans les deux cas, et on leur laisse le choix d'aller sur le site ou sur l'appli. Tina, la course au download, elle est terminée. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont, j'imagine, focalisées sur la LTV de leur application. Évidemment, elles doivent mesurer tout de manière très précise. C'est ça. Et c'est pour ça que le dashboard principal d'AppsFlyer est basé sur la LTV, la Lifetime Value, et qu'on propose justement ces informations, qu'on remonte ces informations pour nos clients, et également des rapports de cohorte qui sont basés sur la LTV. Pour nous, c'est une métrique extrêmement importante. Et c'est pour ça que la solution est basée sur cette métrique-là, en fait. D'accord. Et même une application qui n'est pas forcément rentable immédiatement, on peut, sur le long terme, évidemment, optimiser ses investissements. Exactement. Grâce justement à toutes ces informations, les coûts d'acquisition, etc., donc l'analyse profonde et granulaire des données, on permet justement d'optimiser cette lifetime value. Très bien. Alors avant de vous demander à tous les trois un hashtag de conclusion, on va se tourner vers la régie et vers Thibaut Crochet de Mobile Actif. On a posé un quiz qui fâche il y a quelques minutes à notre audience. Est-ce qu'ils ont répondu, Thibaut? Ils ont été effectivement nombreux à répondre et ils sont unanimes. Ils ne sont pas vraiment pour la création du Yalta de la publicité, car ils pensent encore qu'il y a beaucoup de campagnes de notoriété sur le mobile et sur Internet. D'accord, donc la transparence sur les datas n'est pas obligatoirement reliée à la performance, même s'il y a toujours cette tentation. Il est temps donc de conclure cette table ronde. Je vais demander donc à tous les trois un hashtag de conclusion. Antoine, ça serait quoi? Un mot? Juste un mot? Un peu plus sur Twitter, ça s'est rallongé, donc on peut en profiter. Ça va être un très long hashtag pour un hashtag que j'aurais probablement pas tapé. Vous avez tous des milliers de photos dans vos téléphones que vous regardez jamais. Prenez le temps d'en choisir 50 et de les imprimer et de les offrir pour Noël, ça fait très plaisir. Sur Cheers, bien évidemment, moi je l'ai fait récemment, j'ai mon frigo qui du coup a été rempli de petits post-it Cheers, c'est très sympathique. Lisa également un hashtag de conclusion. Moi ça va être beaucoup moins commercial. Voilà, moi ce serait hashtag agnostique. On essaie de tout tester et de tout le temps apprendre des nouvelles choses. D'accord. Et en tout cas, si on a envie d'envoyer de l'argent à l'étranger, le réflexe, c'est évidemment Western Union. Si vous me demandez un code promo, je vous en donnerai un. D'accord, avec des codes promo. Tina, également un mot de conclusion? Ouais, alors c'est bientôt Noël, donc on est en train de faire un beau cadeau. C'est plutôt le hashtag gagner un iPhone XS. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre stand. Il y a juste un QR code à scanner et en fait aujourd'hui à 15h30, donc on annoncera le vainqueur pour repartir avec un iPhone XS. Un iPhone XS, et en tout cas, n'hésitez pas non plus, indépendamment de l'iPhone XS, à visiter le stand d'AppsFlyer pour en savoir plus sur la mobile attribution. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Merci. Il est temps de conclure cette matinée. On va faire une pause déjeuner dans quelques instants et je vous donne rendez-vous dès 14h pour une après-midi absolument passionnante. Nous allons parler de blockchain, nous allons parler de RGPD, nous allons parler de vocal et nous allons parler de sexe. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure à 14h. Merci à tous.